Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la 5e de couvre, l'émission de débat autour du manga. Ça y est. Ah, ça y est, c'est l'été, les vacances, il fait chaud, mais chaud. Ah, d'ailleurs, vous avez entendu là, enfin, vous l'entendez peut-être, mais depuis 4-5 émissions, on enregistre avec les fenêtres ouvertes. On vous fait profiter du bruit de Paris. C'est sympa, hein, le bruit de Paris. Voilà, il n'y a pas d'ambulance qui passe, mais souvent il y en a. Ça viendra. Cette semaine, pour accompagner cette flemme de l'été, je vais parler doucement d'ailleurs, on vous propose un petit guide de lecture et de choix de lecture pour l'été. Vous allez voir, il y a un peu de tout. Il y a du confidentiel, il y a du confidentiel, il y a du confidentiel, et il y a des mangas qui n'ont pas vraiment trouvé leur public. Non, c'est vrai, on fait un peu le point sur nos choix éditoriaux pour cette émission. Et en mettant en face les meilleures ventes pour savoir un petit peu où on en était, on est tous sauf sur du mainstream. On n'en a aucun. Ouais. Ah ouais, non mais grave. Alors, si on a du mainstream au Japon, mais qui se vend pas super en France, ou pas encore, on sait jamais, hein, de nos jours. Un animé et tout est vite transformé. En attendant, bref, sur les nouveautés de cette année, est-ce qu'il y a des coups de cœur dont vous n'avez pas encore parlé et qui ne sont même pas dans cette émission ? Bah moi c'est un coup de cœur dont j'ai déjà parlé, dont on a déjà parlé, c'est Endergeister, parce que j'ai continué à lire, donc là maintenant il y a 4 tomes si je dis pas de bêtises, et franchement je m'éclate toujours autant sur ce titre, donc c'est publié chez Glénat. Un bon récit d'action. Le premier tome avec avait du quand cinéma même, partout. Ouais, voilà, ouais. le premier tome avait cette qualité qui pouvait me faire penser à un défaut, c'est-à-dire que ça name drop beaucoup de noms de films, beaucoup de citations cultes de films, et ce qui forcément te fait plaisir en tant que cinéphile, mais qui au bout d'un moment, moi ça me donne toujours cette impression que le récit n'arrive pas à prendre son indépendance tant qu'il continue à se référencer. Et au final, dès le tome 2, en fait ça y est, ça part, et j'ai l'impression que c'était un peu un truc de gamin qui voulait faire au début, genre je parle de mes films préférés, et après ça part vraiment sur autre chose. Non, on est toujours sur de la chasse aux démons, hein, très clair, avec des armes super cool, des antagonistes vraiment stylés, des pouvoirs hyper impressionnants, et puis il y a ce truc qui revient toujours dans Endergeister, c'est les designs des monstres, les designs des sorcières. Il est vraiment cool, il est vraiment dérangeant en fait. Et le ton de la série ne bouge pas, c'est toujours drôle, il continue à maintenir ce ton hyper humoristique, humour noir. Maintenant qu'il a passé la seconde, c'est ce qui me convient. Maintenant, faut qu'il passe la troisième. Faut qu'on rentre dans le scénar, dans le cœur du scénar, ce qu'il n'a pas encore fait. Comme on est sur une émission audio et un podcast, on nous demande aussi de rappeler le nom des mangas, donc Endergeister, E-N-D-E-R, Oui. plus loin G-E-I-S-T-E-R. Voilà. En Ça, allemand. vous êtes sûr de le Chez trouver. Glénat. Exactement. Julie, toi, t'as eu aussi un autre petit coup de cœur dont on n'a Non. pas parlé ou pas ? Moi, j'en ai toujours des coups de cœur. Donc, j'en ai deux dont j'aimerais parler aujourd'hui. Ouah, et on n'a polyamour. pas... Ouais. Et on n'a pas du tout parlé de ces titres. Donc, il y a My Happy Marriage, pas du tout polyamour pour le coup. Et donc, c'est chez Kurokawa, il y a le tome 3 qui vient de sortir. Et c'est une histoire toute mignonne. Enfin, comment dire, c'est du seinen mignon, en fait. On n'a pas trop l'habitude. Mais voilà, c'est l'histoire d'une femme qui connaît rien du tout, c'est un mariage arrangé, et elle va tomber sur un homme qu'elle va devoir apprendre à connaître, et lui aussi il va devoir s'intéresser à elle, et c'est comment on fait pour avoir un mariage heureux, et c'est une question que je pense beaucoup de gens peuvent se poser. Donc ça, c'était mon premier coup de cœur. Et sinon, qu'est-ce qui se passe quand on est jeune et moderne et qu'on s'intéresse aussi aux choses de l'amour? On lit Blooming Girls. Donc ça, c'est chez Delcourt Tonkam, et pour l'instant j'ai lu 2 tomes, et ça raconte l'histoire d'un club de lycée. Non, c'est au lycée, donc elles sont pas vraiment échangistes, mais elles s'intéressent aux choses, ces fameuses choses, et donc elles décident de créer un club d'études du sexe en gros. Et donc comment on fait sa première fois? Qu'est-ce que c'est? C'est dur un garçon? C'est dur un garçon, mon Dieu. Écoute, il faut bien commencer par les commencements, quoi. Oui, donc, bien sûr. Et c'est très mignon parce que ça pose des questions que toutes les adolescentes, parce que là c'est un groupe de filles, se posent. Surtout quand tu tombes sur ton ami d'enfance en train de se branler devant un film porno. Bon, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu lis, Julie, là? Mais Qu'est-ce qui oui, se mais passe? c'est très intéressant, c'est très bien Alors amené. que quand on est adolescent, pour séduire un garçon, c'est simple, il suffit d'être une fille ou un garçon selon la nature des évidemment. familles. Et vivre dans un harem avec 6 filles différentes et tomber amoureux de chacune de T'as lu ces My filles. Amigami Sister? Je pensais à Lovina, mais ça marche aussi. Mais bon, tout ça pour dire, donc moi je recommande Blooming Girls chez Delcourt Tonkam, et My Happy Marriage
désolé pour mon accent pourri, chez Kurokawa. Et du coup, on peut rajouter. Happy mariage. Voilà, mariage. tu le fais bien en français, qu'on comprenne tous On bien. peut le nom du rajouter titre. Step Up Love Story, du coup, parce que ça a l'air d'être le mix Non, de c'est tête trop de vieux. manga là. C'est beaucoup trop vieux, Cagnard, Oui, tu dis c'est n'importe quoi. Et là, c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus fin et bien dessiné. Et vous savez qu'on a quasiment pas parlé d'un des meilleurs lancements de cette année, Ta Copie. Ah, ta copie ou ma copie? On en a un Pardon. petit peu parlé. On en a un tout petit peu parlé. Moi parlé. j'ai beaucoup aimé, vous pas du tout, mais. Ouais, moi, c'est pas que j'ai pas du tout aimé, c'est plutôt qu'il m'avait laissé une impression vraiment mitigée d'un bouquin qui sait pas trop ce qu'il raconte et qui sait pas trop sur quel pied danser. Du coup, bah, il m'a fait danser sur les deux pieds, mais à aucun moment en rythme. Mais ça reste un des meilleurs lancements de cette année pour C'est l'instant. En étonnant, tout quand cas. même. Ah, carrément. D'accord. Donc Ouais, ils ça, ont bien c'est- bossé en tout cas. Mm. La 5ème de couve donc vous propose son guide de lecture pour cet été 2023. On a même déjà un peu entamé. Alors, c'est parti. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, this you crazy mother. Vous êtes en train d'écouter la 5ème de couve, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer les mangas à lire sous le soleil caniculaire de l'année 2023. Il fait chaud, hein. Il fait très chaud. On Ouais. est en train de se ventiler là avec Moi nos- j'ai nos un feuilles. éventail. Bonne nuit, Poun Poun. Je Oh me là la là. pète. Ouais, parce qu'il est même pas sorti encore. Waouh. La classe, hein. Voilà, avec nous donc les serial lecteurs de l'équipe. Salut Julie, salut Cagnard. Salut. Salut, Quoi? Serial lecteur? Mais quoi? les serial Blague de vieux. lecteurs. D'accord. Ouais, j'aime bien Il faire fait des blagues chaud de pour vieux tout de le temps en monde, temps. C'est exact. Protélons nos ancêtres. On vous a sélectionné 13 mangas là, à venir dans un peu moins d'une heure d'émission. Donc on a beaucoup de choses et on va commencer par Julie Oui. qui nous emmène dans le monde de l'édition. Mais le monde de l'édition du manga au Japon, attention, c'est pas du tout la même chose. Enfin, du monde de l'édition de Hentai. Non, pas du tout. Ah bon, pardon. Toi tu voulais raccrocher avec le Ah début oui. de... Bah oui. avec Mais l'intro de non, mais l'émission. ah, là, ça y est, il est parti là, il est Ah chaud. bah là, tu m'as chauffé. là. Non, non. Alors Julie, tu nous as proposé donc si on veut en savoir plus sur l'édition de manga au Japon, il faut lire Réimp Réimp. qui est sorti l'année dernière. Donc il y a déjà Exactement. un nombre de tomes bien avancé. Oui, mais en fait, ce qui m'y a fait penser, outre que c'est très très bien, c'est que là au Japon, ils viennent d'annoncer la fin de la série. Donc ce sera terminé en 20 tomes. Et en fait, c'est vraiment une... comment dire j'avais essayé une première fois, puis il y avait eu plein d'autres séries à lire, à découvrir, voilà. Et je sais pas, mais ça m'est resté dans la tête. Et quand j'ai vu que les tomes commençaient à sortir de plus en plus, je me suis dit, bon, il faut quand même que je m'y intéresse. Et j'ai trouvé ça, mais vraiment passionnant. Vraiment très bien fait. Et, je Et trouve donc que c'est quoi? C'est vraiment les coulisses de Ouais, l'édition de complètement. manga? Bah, complètement, parce qu'en fait, tu vas vraiment, à partir du moment où le personnage principal, donc, qui est Kokoro, qui vient de... En fait, qui voudrait intégrer la délégation de judo olympique, mais qui se fait recaler. Elle doit trouver un autre travail et... elle aime bien le manga, voilà, et on lui propose de passer les entretiens pour devenir éditrice junior. Et donc, à partir du moment où elle va commencer à faire ses entretiens, au moment où elle va être embauchée, au moment où elle va découvrir chaque facette de ce métier ou des métiers qu'on trouve dans le monde de l'édition, et tu vas vraiment t'attacher à ses pas, à ce qu'elle découvre, les gens qu'elle découvre aussi. Et moi je trouve que c'est vraiment super attachant. Les persos sont attachants, même quand c'est des personnes imbuvables, hein, parce qu'elle démontre tout. Les gens qui ont pris la grosse tête, ceux qui ont l'impression d'être ratés et qui, du coup, préfèrent s'aborder les carrières des autres. Enfin, il y a vraiment des histoires humaines comme ça qui tissent toutes ces relations. Et c'est très intéressant parce que je trouve que, sans être ultra réaliste, en tout cas, ça parle vraiment de toutes les facettes des métiers de l'édition. Donc, on découvre des métiers, des choses dont on ne parle pas. Même, on a vaguement l'idée, ah oui, il y a le relecteur. Oui. Non, là, c'est vraiment... Ils vont parler des libraires, ils vont parler du pôle marketing, ils vont parler des graphistes et des gens qui vont s'occuper de faire les couvertures ou de faire la promotion, ou même les magazines, comment ça fonctionne au Japon, de faire de la prépublication, etc.
Et c'est très 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 riche, très 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 intéressant. En plus, moi ce qui me plaît beaucoup donc dans le travail de Naoko Mazda, c'est que elle a un trait. Et moi c'est ça qui m'était resté en tête, c'est vraiment qu'elle a un style graphique qui peut être difficile. Je pense qu'il y a des personnes qui vont pas du tout accrocher. Et moi, au début, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est vraiment dessiné n'importe comment. Et on y est vraiment, en y retournant plusieurs fois, etc., je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus intéressant que de premier abord, parce qu'il y a vraiment des références graphiques aux estampes, et non pas à des choses plus occidentales, comme on a finalement l'habitude d'avoir avec les mangas. Parce que Tezuka, il a toujours dit, ce qui l'intéressait, c'était Bambi, c'était Walt Disney. Et là, on retrouve des traits qu'on ne trouve que dans certaines estampes de la période Edo, même dans la période, les peintures classiques, le Bijinga notamment. Et vraiment, vous regarderez certaines compositions qu'elle a, la façon dont elle dessine les enfants. Mais les enfants, c'est comme dans les estampes de Hokusai. Enfin, c'est vraiment intéressant parce que il y a une espèce d'équilibre entre un relâché du trait, une recherche vraiment d'une forme de mouvement en fait, comme dans la calligraphie, mais qu'elle doit faire entrer dans un format manga. Donc il faut qu'elle raconte une histoire, il faut que ça soit composé, il faut que ça soit structuré, et c'est vraiment j'attends avec impatience de lire la suite pour voir à quel point son trait va évoluer. Et même d'arriver à la fin pour savoir comment elle va conclure. Complètement, mais bon, on a le temps, hein, donc je te dis, il y a 20 tomes. Et là, en France, c'est on plus est que Machel, tu vois. Machel, ils viennent d'annoncer à la fin, ça arrivera à 18, je crois. Bah, c'est bien. Écoute, pour Machel, oui, c'est bien. Ouais, franchement, tout ça de chou à la crème. Hein. C'est tu m'étonnes. Mais bon, tout ça pour dire que. Comment dire ce qui est intéressant et pourquoi je conseillerais vraiment aux gens qui s'intéressent de très près au monde de l'édition, déjà de manga en France, mais on en a plein des séries qui parlent de ça. On en parle régulièrement. On a fait une émission à ce sujet, exactement. Voilà. Ouais. Et là, ça parle quand même donc, de quelque chose de très japonais, mais aussi de très jargonnant, de très... Il y a beaucoup de références à des choses, des choses culturelles. Et là, vraiment, il se pose en plus comme... elle entre dans un magazine qui veut faire concurrence au Jump. Donc vraiment, c'est comment faire pour que nos séries retrouvent de l'éclat ou gagnent des lecteurs, etc. Et c'est très, très intéressant. Ça s'appelle Réimp, R-E-I-M-P. Avec une petite apostrophe et un beau point d'exclamation. À la fin, voilà. Et c'est aux éditions Glénat. Merci Julie. Exactement. Cagnard, à ton tour. Et là, cette fois, tu veux qu'on relâche notre stress. Ouais, je l'ai pris dans une idée de relâcher la pression pour l'été. Tu te dis qu'on travaille encore trop là pendant l'été. L'année est terminée, enfin non, même pas d'ailleurs, c'est juste la moitié de l'année, c'est le moment de relâcher la pression. Et du coup, moi j'ai décidé de parler de Hitomoji. Hitomoji, c'est le titre du manga, mais il a un sous-titre aussi. Oui. Stress mortel. Alors déjà voilà, ça y est, c'est bon. tu viens de m'avoir. Livre, tu viens de m'avoir. Tu t'appelles comme un film des années 90. Merci de t'adresser à moi comme ça. Donc déjà vraiment, ça m'avait vraiment un peu attiré. Donc l'auteur, c'est pas un inconnu, hein, c'est Motaro Mase. Qui était l'auteur de Ikigami chez Kazemanga, du génial Heads, mais qui est complètement disparu des réseaux. Alors que Ikigami, Préavis de mort, ça va être toujours... Ça a marqué. Hein. Ça a encore toujours beaucoup d'impact aujourd'hui. Oui, et tu les trouves encore facilement, alors que Heads, c'est fini, à part tomber par chance comme moi à Cash Converter sur les 4 tomes à 1 euro pièce. Franchement, c'est compliqué. Et il avait aussi fait Démocratia, qui est un très bon manga de socio, encore. Hein, c'est un mangaka qui au final s'intéresse beaucoup à la socio des personnages. Mais qui arrivait très vite après Ikigami et qui avait pas le même impact parce qu'il avait pas ce punch d'avoir il avait pas ce concept aussi fort que exactement que qui est tellement Ikigami. facile à vendre c'est un peu fait rouler dessus et donc du coup de Ikigami à Stress Mortel à Hitomoji est-ce qu'on a un pitch comme ça qui est un concept aussi fort ou pas? C'est mortel. Ouais, alors c'est ça c'est un peu au final je trouve qu'il y a un petit peu la même erreur que Démocratia, c'est-à-dire que le concept n'est pas aussi fort que Ikigami. Là en fait on est dans un Japon plutôt actuel. Il faut savoir qu'il y a des sports qui se baladent dans l'air et qui font que si à un moment tu ressens une émotion vraiment forte, vraiment intense, genre tu viens d'apprendre le décès de quelqu'un ou chose comme ça, et bien tu deviens une flaque.
Tu deviens une flaque et il y a juste ta tête qui sort encore C'est et tu horrible. peux parler et tout. Et donc tu vas suivre le parcours d'un organisme en fait qui est là pour ramener les gens à leur état normal. Et pour les ramener à leur état normal, ce qu'il faut c'est leur faire parler de ce qui les a mis dans ce stress-là et donc qu'ils expriment enfin ce qu'ils ont vécu. S'ils n'arrivent pas à sortir ce qu'ils ont en eux, eh ben ils explosent en fait tout simplement. Stress mortel. Du coup, on a un concept qui est quand même moins fort que Ikigami, préavis de mort, qui était dans 24 heures tu vas mourir, vas-y fais ce que t'as à faire avant de décéder, mais t'as un concept qui est plus léger, t'as un concept qui est aussi beaucoup plus scientifique, qui s'étale beaucoup plus, tu vois qu'il a vraiment réfléchi à son concept, genre si jamais un jour il y avait une sorte d'attaque bactériologique ou quelque chose comme ça pourrait ressembler à ça. Et moi déjà j'adorais ce principe dans Ikigami des petites histoires, là c'est la même chose dans Hitomoji, on a 2 histoires par tome et putain mais moi ça m'attrape en plein cœur quoi, à chaque fois c'est des instantanés de vie, t'as vraiment une fenêtre sur la vie de quelqu'un et je connais très peu d'auteurs qui réussissent à te faire adorer un personnage aussi rapidement. Je veux dire t'as 60 pages en fait par histoire, dans ces 60 pages tu vas avoir l'introduction du personnage, alors ça peut être n'importe qui, la problématique qui va se poser et en fait la partie finale c'est le moment où on va essayer de le faire déstresser et de lui faire évacuer ce qu'il a sur le cœur. Mais c'est quoi, c'est des genres de psy qui leur parlent? Oui, c'est plus ou moins des psys, enfin ils appellent ça des agents sociaux mais c'est des psys parce que en fait c'est quasi comme une organisation de mission de mission espion parce que du coup en 24 heures ils doivent trouver tout ce qui entoure ta vie pour pas perdre de temps en fait et arriver, parce que évidemment quand ils arrivent devant la personne qui est transformée en flaque, ils vont pas leur dire qu'est-ce qui t'a fait stresser, j'étais en retard, voilà super, c'est souvent des trucs beaucoup plus profonds tu vois qui reviennent vraiment loin et je trouve que ça c'est d'autant plus malin de faire ce récit au Japon où j'ai l'impression que les gens retiennent beaucoup de choses pour eux parce que la société l'impose et que c'est pas culturellement, c'est pas dans le caractère aussi de trop exprimer ce qu'on a sur le cœur. Tu le ferais en France, ça marcherait beaucoup moins je pense parce que les gens disent ce qu'ils ont sur le cœur tout le temps en le hurlant tu vois. Ça dépend, si t'habites à Marseille oui non mais je dis pas que tous les Français sont comme ça évidemment hein. Et alors est-ce que c'est un manga que tu vas plus lire quand t'es vraiment stressé et que t'es plutôt à la place des mecs qui se transforment en flaques, ou est-ce que c'est un manga que tu vas apprécier quand t'as un peu de distance? Moi je dirais que c'est un manga qu'il faut que tu lises au final limite quand ça va pas bien. Quand ça va pas super bien parce que en fait ce manga qu'est-ce qu'il te crie, c'est exprime-toi, dis ce que tu penses. Et d'ailleurs je me suis fait une réflexion qui était assez horrible. Alors là c'est une héroïne qu'on suit du coup dans Ikigami, c'était un mec et en fait au début je trouvais que le perso il était beaucoup moins bien incarné que dans Ikigami, donc je me suis même demandé s'il était pas un peu devenu un peu misogyne tu vois sur ce coup là, genre c'est une fille ça marche moins bien, et en fait heureusement calmez-vous, je le suis pas devenu encore, en fait tout va bien de ce côté là, c'est juste la dynamique qui est totalement différente parce que là où dans Ikigami le personnage donnait les préavis de mort mais il était pas d'accord avec le système et tu avais les braises de la révolution déjà en lui et toi tu trouvais ça injuste et lui était un vecteur de ça, mais là du coup c'est pas du tout le même personnage. Elle justement elle vient pour essayer de te réparer voilà et de faire en sorte que tu t'exprimes on va dire, et du coup ça donne des séquences avec elle où vraiment vu que les fins d'histoire sont hyper intenses parce qu'elle est vraiment en train de gueuler genre mais dis-le tu vois, et toi t'es à fond parce que en fait t'es comme elle, t'es vraiment mais dis-le tu vas crever là en fait, et du coup ça donne des moments tragiques mais d'une intensité mais qui est folle là à la fin du tome 2 parce que pour l'instant tout se passait plutôt bien et dès la fin du tome 2 ils sont partis sur un truc négatif, je l'ai fait ok d'accord, donc ils ont vraiment pris en compte les deux formules et franchement c'est une espèce de c'est les mangas que j'adore parce qu'ils m'habitent vraiment tu vois et je suis transcendé quand je lis des récits comme ça et tu sais moi-même je me dis mais alors je suis pas dans le cas des personnages qui sont toujours dans des problématiques très compliquées mais d'ailleurs c'est rigolo parce qu'il y a une histoire qui tient de Réimp à peu de choses près tu vois, qui se passe dans l'édition non pas dans l'édition, dans la série TV mais dans l'adaptation d'un roman en série TV, et il y a vraiment en fait tu ressors de ce manga avec la rage, t'as vraiment la rage et t'es là mais ouais en fait il faut que je m'exprime beaucoup plus et que je sois beaucoup plus honnête avec moi-même. Bref, si vous avez lu Ikigami, précipitez-vous, vous allez adorer. Si vous n'avez lu aucun des deux,
tentez votre chance parce que le manga, franchement, la couverture elle est jaune, le titre Itsumoji, c'est pas. Ouais, ça parle pas trop. C'est pas très vendeur, mais franchement, allez-y parce que c'est une vraie sensation de pure narration. C'est notamment si votre patron vous a refusé vos vacances par exemple cet été. Ça pourrait être un cas de stress, stress mortel. Exactement. Hitomoji, Hitomoji, c'est aux éditions Crunchyroll. Je vous propose de changer entièrement d'univers maintenant. Et si vous avez jamais entendu parler du Manzai, je vous propose de lire Showa Shoten. Le Manzai, c'est quoi ? Le Manzai, c'est comment dire Qu'est-ce que c'est donc le Manzai ? En fait, c'est une forme de comédie au Japon. C'est aussi un Pokémon. Mais c'est une forme de comédie au Japon qui implique généralement un duo comique. Oui. Attention, là je prends mes notes. Le Tsukomi, qui est un peu le personnage sérieux, intelligent, rationnel, et le Bokeh, qui est le personnage frustre, idiot, outrancier, désordonné, idiot, tête à claque. Très tête à claque, bien souvent. Et donc c'est une sorte de stand-up, mais guignol un peu guignol avec ces deux personnages. C'est très codifié, c'est très polarisé en fait. Et c'est une forme d'humour très très connue au Japon, au même titre que que les sketchs à histoire l'étaient en France, que le stand-up est devenu le lâcher de salope par exemple. Oh non. Tout à fait. Mais non, mais c'est exactement ça en vrai, les sketchs à histoire. Et au même titre que le stand-up aux États-Unis et qu'il est devenu en France. Voilà, c'est une autre forme d'humour. Et donc on se retrouve avec ce manga dessiné par Takeshi Obata. Ouais, ça c'est cool. Quand même, qu'est-ce qu'Obata fout là ? Death Note, Bakuman, maintenant Showa Shoten. C'est bien. Je vais pas donner le nom, c'est Showa Shoten. Et donc Akinari Asakura, qui est un jeune scénariste d'une grosse hype au Japon. Sur lui, c'est pas le scénariste à la mode. Si, c'est totalement le scénariste à la mode. Voilà, c'est un scénariste qui est. Donc c'est deux grosses stars qui c'est ça, travailler ensemble. Un outsider star et une grosse star du dessin qu'on a mis ensemble pour faire ce manga au Japon. Donc ça ressemble à un produit marketing très clair. C'est ce que j'allais te dire, tu crois que c'est commandé par le gouvernement pour refaire venir le Manzai. Sauf que c'est sur le Manzai quoi. Alors nous on est là en France, on fait le Manzai. Non. Ouais. Non, merci. Nous, merci, on a déjà nos stand-up. Nous, on a le stand-up. Moi, j'en ai déjà regardé du Manzai. Il y a quand même un niveau burlesque et un niveau de jeu de mots qu'il faut comprendre. Enfin, c'est vraiment pas évident pour un occidental. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très compliqué de l'aborder. Non, le Manzai, c'est un autre trip, c'est un autre truc. Sauf qu'après, du coup, tu te dis, écoute, je vais prendre ce manga, je vais le lire. Essayons. Obata, ce scénariste que je connais pas, mais sur lequel il y a une hype. Ce Manzai, écoute, pourquoi pas ? Vends-moi tout ce que tu veux. De toute façon, c'est du manga, on peut tout mettre. Hein. On a bien fait un manga sur le football américain. Mais donc, lui, il a fait que des mangas bizarres de toute façon. Partons de là, Karu no Go, tu vois. Oui, c'est ça, tu vois, le Go. Partons de là, tu me dis, écoute, c'est un manga, on pensait tout. Et c'est d'une limpidité. Non, mais c'est un truc de malade, comment c'est limpide. C'est-à-dire que tu commences le manga. Et puis t'as fini le manga. En fait, tu t'as pas vu le temps qui passait, c'est passé. Mais c'est limpide dans quel sens En fait, c'est étrange parce que c'est un manga avec un duo d'humoristes. Tu suis un duo d'humoristes. Donc là, tu fais ok, les mecs, maintenant faites-moi rire. C'est ça le problème. Hein. Le vrai gros problème, c'est ça. Et c'est pas drôle. Ok. Non. Quand tu les vois travailler, c'est pas drôle. Les mecs font un sketch, mais toi, t'es pas un spectateur du public. Tu vois le public dans le manga rire. Oui. Mais toi, t'es pas le public dans le manga. C'est le manager. Toi, t'es un lecteur. Tu es autour, tu es en donc tu ne dois pas rire. Et c'est pas fait pour ça. Oui, toi au contraire, tu dois analyser leur performance même plus que rire. Toi, tu dois juste déguster, profiter de cette histoire. Tu ne dois rien faire. On te demande de rien faire justement. On te demande pas de rire. On te demande pas de pleurer. On te dit regarde, ça c'est une histoire que je te propose. Voici l'épopée, la destinée de ces deux mecs dans le monde de l'humour. D'accord. Et on te dit pas ça va être drôle. Non, on te dit je te montre l'épopée de ces deux mecs de l'humour. Au même titre que dans Bakuman, on te montrait l'épopée de ces deux types. Oui, bien sûr. Dans le manga, eh bien, ça se met exactement au même niveau. C'est encore les coulisses alors. On est un peu dans les coulisses, bien évidemment. On est dans les coulisses et faut pas se tromper. Faut pas s'attendre à se dire encore un manga d'humour. Pas du tout. C'est un manga de travail en fait. Voilà. Excuse-moi, j'ai pas ri une seule seconde dans le manga. Non, mais ça tient plus par moment, mais du manga un peu documentaire au final, plus que on va vous faire rire. C'est comme Bakuman en fait. Ouais. Mais Bakuman, les séries qu'il dessinait, moi, elles me donnaient plus envie. Les séries, effectivement, elles pouvaient donner envie. Voilà, la lecture du manga est ultra divertissante. Tu vois pas le temps passer quand t'es dessus. Tu sais, c'est sans accroc, c'est lumineux. À la fin, t'as lu, tu fais
Ah, c'est De toute chouette. façon, avec la mise en scène de Obata, je pense que Mais en fait, ça fait tout. Ouais, ça style, doit forcément fonctionner. C'est, Et donc ouais, on te donne des trucs sur le Manzai et tout, mais limite tu t'en fiches quoi. bah, non mais quand en même. fait, non mais t'as le choix d'être Oui. intéressé ou pas. Oui. Le manga te laisse le choix. Après, oui, t'as les c'est ça qui est bien. personnages. Ça reste un shonen manga, un magazine mensuel, mais ça reste un shonen manga, donc c'est facile à lire et c'est super divertissant. D'où l'intérêt de s'intéresser au Manzai après, parce que finalement, au début, j'en avais rien à bip du Manzai, et puis finalement, le manga m'a tellement diverti que ça commence presque à m'intéresser. Ouais, ça te gratte, gratte un peu. C'est ça qui est assez curieux. Donc voilà, ça s'appelle Show comme Show Must Go On, H-A et Shoten, S-H-O-T-E-N, Shoha Shoten. Et donc c'est signé par Obata. Et c'est beau. Bah oui, oui, c'est c'est très chouette. Moi j'avoue que ça m'a pas du tout donné envie, mais parce que je ne suis pas un lecteur de Bakuman ou autre, mais à peine j'ai ouvert les pages du manga, les dessins d'Obata m'ont donné envie de le lire, tu vois. Oui, même moi si je aussi. sais qu'a priori ça va pas m'intéresser, mais juste de retrouver ces dessins en fait, c'est toujours quasi une garantie que ça va être bien, quoi. En fait, t'as une garantie d'un niveau moyen plus au mieux. Plus, Enfin, je veux dire, plus, non mais le pire du pire, c'est de trouver ça moyen plus. Oui. Et Voilà, je me souviens de ces séries qui étaient pas ouf, leur Blue Dragon là en 4 tomes. Bah même Blue Dragon Mais finalement. en fait, ça, avec tout les seul. dessins qui sont tellement Mais beaux ouais. et tout, t'as Et autre même- chose à faire. Même School Judgment. Ah oui, putain, Tu sais, en ce moment en magasin, t'as une OP où t'as des espèces d'ex-libris, une pochette d'ex-libris d'Obata offert D'accord. pour l'achat de, je crois, deux mangas d'Obata. D'accord. Et donc je voyais des gens qui râlaient en disant oh mais moi j'ai déjà tout Death Note, mais mon gars y a pas que Death Note, Ah bah non. t'as le choix. Non, il y a plein de Tu trucs. peux même lire arrête. Blue Dragon, vraiment. Ouais. Mais pour le coup, tu peux vraiment lire Blue Dragon plus que Skull Judgment. Non, tu peux aussi lire Skull Oui. Judgment, Mais non, mais faut voilà. acheter Showa Shoten là. Oui, bien sûr. Non, mais du coup, c'est deux mangas, donc tu vois, il faut en trouver un autre. Ouais. Et bah, Blue Dragon. Voilà. Blue Dragon, ça se lit. Non, mais ça se lit tellement tout seul. Bref. Cagnard, tu veux nous proposer le successeur d'Urasawa? Non, t'es sérieux? Ouais. Le successeur d'Urasawa? Oui, l'un des successeurs d'Urasawa, évidemment. On en trouve, j'ai l'impression que c'est un petit peu la pêche au canard. Une fois par an, je tombe sur un mec qui me fait penser à Urasawa. Ça veut pas dire que ça va être le cas, mais qui me donne des vibes scénaristiques ou des vibes graphiques un peu à la Urasawa. Comment il s'appelle? Cette année, c'est Chasseur de cadavres, qui a été publié chez Saka. L'auteur c'est Yamazaki Osui, que en fait on connaissait déjà en France pour une série qu'il avait chez Pika qui s'appelait Kurosaki, livraison de cadavres, Qui était Kurosagi. génial. qui était très cool. Kurosagi. Kurosagi. Kurosa. Ça, c'est le fait le S en japonais se prononce se Ouais. et c'est le Z qui se prononce ze, contrairement au français où on a envie, tu sais, comme on a envie de dire Urasawa, mais alors du coup ça se prononce Urasawa, Sawa. et Kurosagi ça se prononce Kurosagi alors qu'on a envie de prononcer ça Kurosagi. Est-ce que tout le monde a suivi? Je suis pas sûr. Bah moi j'attends que vous finissiez. J'avoue j'écoutais pas, désolé. On en est où là? On en Vas-y, est à répète. toi. On en est à quel manga? Et donc ouais, qui était une chouette série que j'avais bien aimé lire, et du coup c'est marrant parce qu'on le retrouve encore dans un style plutôt Cadavre, policier, un cadavre. peu cadavre. Le mec il a un super king. Ah bah il a Moi un king j'adore de les cadavres. cadavres. On pourra peut-être lui présenter quelques séries Road End chez Kiun par exemple. Et du coup là c'est un manga qui m'a un petit peu pris à contre-pied parce que déjà le titre je l'ai trouvé très stylé. Et je suis désolé de revenir encore sur cette notion de titre, mais je m'arrache les cheveux ces temps-ci en voyant le nom des titres des nombreux isekai qui sortent, où ça me rend fou de dire les titres sont des résumés de bouquins et ça pose aucun problème. Le jour où je me suis réincarné en un cadavre qui était un petit peu moisi mais pas trop. Ouais, ça devient le jour où Et j'ai bah- loué mon appartement à un dragon. Quoi? Attends. Et qu'il était super sympa. Parce Et que- qu'il était super sympa, oui. Oui, bien Il y a sûr. souvent le deuxième paragraphe qui démarre aussi. Voire c'est le tome 2 dès le titre du premier tome. Bref, Chasseur de cadavres, je trouvais que le nom était beau, poétique, me donnait envie de m'intéresser à ce site-là. Et puis, merde, c'est l'été. L'été, il te faut un polar. Moi, c'est Oui. obligatoire, je dois lire un polar. De préférence nul quand c'est en roman, mais en manga, j'aime bien avoir un polar vraiment intense. Et il te rappelle des trucs, d'autres titres qu'on peut connaître ou pas? En Ouais. titre de manga, en fait c'est con parce que tous les titres que ça m'a évoqué c'était du Stand By Me qui est adapté d'une nouvelle qui est un film adapté d'une nouvelle de Stephen King. Ça te dit rien, lui? Ouais, non, ça me dit rien. Très du bon tout. film, enfin C'est très vrai. triste. Oui. Parce que là, on va suivre en fait une bande de gosses pendant l'été. Il y a une de leurs amies qui a disparu et il n'y a plus aucune piste depuis 1 an à peu près, quelque chose comme ça. Sauf que t'as un de leurs potes qui a découvert un truc et qui est persuadé de savoir
où est déjà il est persuadé que son amie est encore vivante et il est persuadé de réussir à la retrouver. Donc ils partent vraiment avec leur vélo. Ils vont battre la campagne quoi et ils vont essayer de trouver leur ami quoi. Et c'est assez génial parce que il y a une espèce il y a une candeur chez eux parce que ils sont clairement en train de jouer quelque part parce qu'ils se sont fait des petits gadgets et tout. Ouais, c'est la chasse au trésor. Évidemment, tu peux penser aux Goonies. Évidemment, je citerai pas Stranger Things parce qu'on s'en bat les couilles de Stranger Things. Mais il y a vraiment ce côté où eux, ils y vont d'une manière très candide. Sauf que de l'autre côté, en fait, ils sont vraiment sur la piste du potentiel assassin. Ouais. Et le potentiel assassin le voit qu'ils sont en train d'arriver proche de lui. Donc c'est pas un manga qui a un rythme de dingue haletant. C'est un tome 1 aussi, donc c'est pour ça qu'il faut le garder en tête. Mais qui te met dans une ambiance où t'as envie d'être avec les potes et tout, avec les copains, genre ouais vas-y on va mener l'enquête, mais en même temps tu vois le côté très dangereux de ce qui va suivre quand la confrontation va arriver. Donc ça peut faire penser à Erased d'un peu, alors sans les voyages dans le temps. Sans les voyages dans le temps, mais t'as vraiment ce truc des gamins qui mènent l'enquête que moi j'aime beaucoup. Et graphiquement il y a un petit côté Urasawa. Et graphiquement ça rappelle vraiment Urasawa. D'ailleurs c'est marrant parce que Urasawa, moi dans ma tête il est tellement calé dans les années 80 que j'étais persuadé que ce manga se passait dans les années 80 jusqu'à un moment t'as un des persos qui sort un téléphone portable et je fais ok bah non en fait, non, c'est actuel, c'est juste qu'ils sont un peu en campagne donc c'est un peu c'est un petit peu vieux et bah, j'aime bien cette touche à la Urasawa où tout est c'est un thriller. Mais en même temps, tu sens qu'à n'importe quel moment, le récit il peut basculer dans le fantastique. Je pense pas que ça sera le cas, mais il y a cette ce petit doute où tu te dis peut-être qu'à un moment ça va partir en vrille. Tu voulais rajouter un truc, Julie ? En fait, moi, non, c'est quand il a dit que c'était l'été, qu'il fallait un thriller. En fait, il y a quand même une veine de manga où il combine quelque chose de l'enfance avec un thriller très sombre. Donc dans les plus sombres qu'on ait lus ces derniers temps, il y avait quand même Jusqu'à ce que nos os pourrissent qui était très très haletant, etc. Mais il y a également des trucs comme Our Summer Holiday ou voilà, Papy est dans le jardin. Enfin, il y a des choses comme ça. Très bien résumé. Très. Mais c'est oui, il y a quand même, je sais pas, je me dis. Il y a une vibe des polars de l'été, des polars qui suintent un peu. Il fait chaud, c'est lourd, tu vois. Où les enfants prennent les choses en main. Et c'est pas toujours de très bon augure. Ouais, quoi. Ils vont se confronter à un milieu adulte. Je t'ai parlé de Stand By Me, et dedans, des personnages principaux, c'est Will Wheaton, qui ensuite joue Wesley Crusher dans Star Trek. Et en tant que fan de Star Trek, je ne peux que aimer Stand By Me, bien évidemment. De toute façon, c'est un all-star d'acteur. N'hésitez pas à le regarder, il fait chialer ce film, mais il est magnifique. Ouais, milieu des années 80. D'accord, je vais pleurer ce titre. C'est ça. Je vous propose maintenant de lire l'œuvre d'un auteur qui a inspiré Hajime Isayama. Pas mal quand même pour cet été. Voilà, Hajime Isayama, l'auteur de l'Attaque des Titans, quand il est venu en France là pour Angoulême au mois de janvier, il est arrivé, il fait mais alors moi ma référence ultime c'est Arms. Ok, un manga qui est plus édité en France, qui est dessiné par Ryoji Minagawa. Et là on fait waouh. Le mec nous lâche un Ryoji Minagawa. Le mec est connaisseur. Le mec est connaisseur. Et sauf qu'on adore déjà en France, enfin moi j'adorais depuis très longtemps Ryoji Minagawa parce que il avait aussi dessiné Spriggan, qui était sorti en France sous le nom de Striker, dont j'ai parlé à plusieurs reprises ces dernières sur années. Netflix maintenant. Qui maintenant, alors l'animé est sur Netflix, qui est pas dessiné du coup par Minagawa. Le manga, lui, n'est toujours pas réédité malheureusement, et il y avait eu que 2 tomes qu'on trouve encore dans les librairies, enfin dans les librairies d'occasion bien sûr. On trouve encore ces 2 tomes qui s'appellent Striker, et là vous pouvez voir le trait de Minagawa qui est génial. On peut le retrouver sur Arms, pareil, Arms c'est plus édité, Striker c'est plus édité, mais bon voilà, Minagawa c'est quelque chose d'assez particulier, et donc on se retrouve sur ce titre Kaio Dante. Wow. Qu'est-ce que c'est que ce titre ? C'est un titre avec Napoléon. Ouais, ça commence bien. Allez, c'est Napoléon et Dante et ils partent à l'aventure. Non, en gros, ils ont les vacances de Jésus et Bouddha donc. Non, sauf que c'est un manga d'action et d'aventure, c'est façon Jules Verne un peu. Et les mecs ont des livres qui leur donnent des pouvoirs. Je vais pas vous détailler les pouvoirs, mais on commence aussi, on est au milieu du 19e siècle, donc on est dans une autre période. C'est une période pour laquelle les gens mettent une très grande valeur à ce concept d'honneur. Oui. Nous, on est des militaires anglais, on doit absolument défendre la patrie. Le système chevalier encore. Exactement. Et donc, ils se retrouvent au début du manga en
allant en Arctique, pardon. Excuse-moi, je me suis trompé de pôle. Ils se retrouvent en Arctique à devoir chercher quelque chose. Ils sont en pleine exploration des nouveaux mondes et ainsi de suite. Et donc, Dante se retrouve avec l'armée anglaise face à Napoléon, qui lui est avec l'armée française et qui a construit une sorte de bateau avec des espèces de grosses pattes un peu méca. Et non, c'est trop what the fuck avec leur pouvoir. Vous allez... Mais il y a du steampunk un peu. Il y a de tout. Ah, waouh. Il y a tout et tout est justifié. Mais en fait, c'est vraiment du Jules Verne un peu what the fuck, mais super bien maîtrisé et du coup super bien dessiné. Là, donc sort ce nouveau titre de Minagawa sur lequel il est au dessin et c'est un régal. Ouais. C'est vraiment un régal, sauf qu'il y a de l'intensité tout le temps, ça, on te laisse pas te reposer. Je suis fan de ça comme il y a presque 30 ans, sauf que si on regarde bien, on voit que le mec s'est mis au numérique depuis. C'est ce que j'allais te dire, parce que moi, le souvenir que j'ai de Arms, ça l'a rendu peut-être un peu plus clair son trait, non? Parce qu'il était un peu brouillon. Ça change le boulot. C'était un peu brouillon. Ouais, mais Striker, c'est encore plus intense. C'est brut. En fait, c'est très brut, c'est très intense. C'est pour ça que c'est bien de le lier à Isayama et je comprends pourquoi Isayama adore ça parce que ça vient des tripes. Il gratte le papier. Ça gratte, c'est ça. Tu vois qu'il a appuyé très fort sur sa plume et qu'il l'a frotté très vite sur le papier et que ça a fait des trucs très intenses. Et là, j'estime, c'est juste une opinion, qu'il est passé au numérique sur Caio Dante. Et encore, tu vois, il a pété ses tablettes à force de rayer sa tablette. C'est ça, mais voilà, et ça, on retrouve ça, cette intensité dans l'attaque des Titans. Et on la retrouve là sur Caio Dante, que je vous conseille vraiment. C'est marrant parce que effectivement, t'as raison, son trait il s'est carrément affiné, mais vraiment du coup ça peut être une passation au numérique, c'est complètement possible. Ouais, il y a moyen. Et c'est marrant parce que ça me fait quelque part penser au bouquin les mangas de Kiun de Cthulhu. De Cthulhu. Go. De Gutanabe. Oui, voilà, merci. Désolé, de Gutanabe parce que là, il y a une vraie ambiance. Il y a une vraie ambiance apocalypse. C'est le pôle Nord, on a des capuches. C'est un peu moins Dark Strange que. Mais en même temps, ça c'est Lovecraft. Après, c'est Lovecraft qui est. Oui, exactement. Alors que là, on est quand même sur quelque chose d'un peu plus joyeux. Vraiment, il y a des. Enfin, je veux dire, c'est un manga d'action et d'aventure avec des pouvoirs. Donc. Ça a l'air très très cool en tout cas. Mais moi, j'adore la couve déjà qui se veut, tu sais, vieux livre ancien avec des dorures et tout. Et alors malheureusement, je pense que c'est un handicap pour ce livre, cette couverture. Tu crois? Ouais, parce qu'on retrouve pas l'énergie du livre dans cette couverture. Et tu vois, il y a pas une grosse illu quand même, alors que le mec est plutôt fort et là c'est un peu dommage. On essaye de faire du distingué et c'est pas un bouquin si distingué que ça, c'est la grosse aventure. Non, c'est un bateau méca, donc non, c'est pas si distingué que ça. Ouais, partons de là, voilà. Donc ça s'appelle Caio Dante, K-A-I-O-H, et puis Dante comme Dante Alighieri. Voilà, et donc c'est dessiné par Minagawa et c'est au scénario Fukuro Isumi, sorti aux éditions Vega. De ton côté, Julie, toi, tu veux nous proposer une vengeance qui se déguste cuite à point? Bah ouais, parce qu'on a l'habitude de dire qu'il se mange froid, que la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais non, là, je vais vous parler donc d'un titre brûlant, puisque c'est Burn the House Down. Donc c'est vraiment un titre, je pense qu'il va faire parler de lui. Parce que il est un peu ancien, enfin il date de 2016 au Japon. Et là, c'est Akata qui le propose, alors que le Japon, donc au Japon, c'est terminé en 8 tomes. Et on va parler vraiment d'une histoire de robbery and revenge. Donc, c'est pas rape and revenge, mais c'est plus quelqu'un qui s'est vu complètement délesté de ses biens, de son bonheur, de sa maison, et qui va décider sans concession de tout reprendre à la personne qui lui a fait des crasses. Je sais pas, parce qu'il n'y a pas le côté stand, etc. Bien sûr. À part peut-être le stand du feu, je sais. Enfin bon. Et donc on va suivre une jeune fille qui, dans cette optique, se fait embaucher pour devenir la femme de ménage d'une très grande maison. Donc la maison tenue par la famille Mitalai, et en fait la famille Mitalai lui a fait tomber sa propre famille dans la déchéance, dans la pauvreté, a même cramé sa maison, si on comprend bien dès les premières pages du livre, et donc elle va œuvrer petit à petit à déterrer les vieux secrets de cette famille pour leur rendre l'art pareil, mais vraiment au centuple, quoi. Enfin, et donc il y a vraiment cette espèce d'énergie de colère absolument indomptable qui en fait est très étrange, parce que le trait est vraiment
simple, il n'y a pas beaucoup de, comme tu disais, d'impulsivité, c'est très maîtrisé, ça a l'air très lisse. Et tu sais qu'en dessous, il n'y a que des émotions brûlantes et qui vont cramer tout sur leur passage. Ouais, c'est ça, c'est calme au premier abord, mais en fait, quand tu commences à t'y intéresser, ça va dans tous les sens. Oui, et puis on se rend compte qu'il y a aussi tout un jeu des apparences, parce que cette dame se donne le rôle d'une influenceuse très propre sur elle, sur les réseaux sociaux, etc. Et elle sait qu'il y a des choses qui sont pas nettes dans sa famille, que un de ses fils semble avoir disparu, on sait pas trop, enfin bref. Et donc il y a plein de mystères à découvrir. Et moi je trouve que c'est très rigolo parce qu'en fait, donc l'auteur, c'est une autrice. En tout cas, son pseudo laisse entendre que c'est plutôt une femme. Attends. On retrouve le nom. Oui. Alors, elle s'appelle Moyashi Fujisawa. Et Moyashi, elle l'écrit en syllabaire hiragana, donc assez simple. Sauf que Moyasu, ça veut aussi dire cramer. Donc je sais pas trop ça colle. Si, du coup ça marche. Et moi je trouve ça très drôle comme clin d'œil déjà, même si ça peut aussi vouloir dire pousse de soja, hein, mais bon. Ça colle moins. Bon. Et sinon, je vous en parle aussi parce que ça a été adapté en drama pour Netflix et que ça sera sans doute disponible très prochainement. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'histoires finalement de ménagères qui pètent un câble et qui crament des trucs. Enfin, il y a Little Fires Everywhere. C'est encore plus complexe que ça. Oui, bien sûr. Là, il y a toute la partie Moi, vengeance. J'ai l'impression d'avoir l'origin story de Dio, pour le coup. Vraiment, il arrive pour défoncer la famille, tu vois. En employé de maison. En robe. Non, ça s'appelle donc Burn the House Down et c'est aux éditions Akata. Oui. Je vous propose maintenant de vous plonger dans l'histoire du Shinsengumi. On reste au Japon, dans l'histoire du Japon. Oui. Mais alors là, l'histoire du Japon... Avec un grand H. Avec un grand H, exactement. Le Shinsengumi, on en entend parler dans pas mal de mangas de samouraïs. On fait, c'est une espèce de troupe un peu d'élite de samouraïs sur cette fin de l'ère des samouraïs. Et si vous voulez... Allez, à l'origin story, non pas d'une femme énervée, mais là du Shinsengumi, vous pouvez aller sur Blue Walls, parce que c'est complexe comme manga, et même l'idée, elle est presque what the fuck. Tu mélanges manga historique et manga d'aventure. Ouais. C'est pas super fait pour aller ensemble en fait. Même ça pue la mauvaise idée à la base. Hein. Ah bon? Ça peut être une bonne idée. Typiquement Sido, ça marche bien. Et ouais, mais sauf que c'est un seinen. C'est un seinen. Donc là, tu peux aller au bout de. Là, on est sur un format shonen mensuel prépublié. Hebdo prépublié au Japon dans le Shonen Magazine. Donc on s'adresse à une autre population. Et là, c'est Tsuyoshi Yasuda qui est passé dessus en mode masterclass du mélange des mauvais genres. D'accord. Dans le sens où les deux sont pas faits pour aller ensemble. C'est deux, on va dire, types de manga un peu niche. Ouais. Pas niche. Non, il y en a un qui est très niche, qui est le manga historique. De l'autre, le shonen d'aventure qui est ultra populaire. Il a décidé de lier les deux. Et là, tu te dis quelle drôle d'idée. Encore une fois. Bon. Mais sauf que ça marche et c'est pas n'importe qui ce mec-là. C'est le mec qui faisait Days au Japon, un manga de football qui a absolument cartonné dans tout le Japon et qui a cartonné en animé ensuite. Et alors là, il s'est lancé vraiment dans un défi très, très particulier de faire du manga historique, mais d'aventure, accessible. Et il y a ce truc de vouloir coller à l'histoire tout le temps, tout en se détachant pour faire vivre les faux personnages, ceux qu'il a créés, et de les faire cohabiter aux côtés des vrais personnages, aux côtés des vrais fondateurs du Shinsengumi. Donc elle est là la difficulté au final. Et on se retrouve dans une période aussi très étrange de l'histoire du Japon. C'est le moment où les Américains sont arrivés, ont imposé des traités, dits des traités inégaux au Japon. Des traités qui obligeaient les Japonais à laisser rentrer tous les étrangers. Donc il y en a eu avec les Américains, il y en a eu avec les Français, etc. Et Oui, mais ça c'est... Enfin, il y a eu des à-coups, quoi. Ah oui, ça s'est fait par à-coups, évidemment, mais c'est sur cette période-là. Ouais. Donc, on est sur une presque guerre civile au Japon entre les gens qui sont d'accord avec ça. Oui. Et qui sont contre l'ouverture. Et face à ceux qui sont contre l'ouverture, entre le gouvernement, on va dire, légal, l'empereur, les gens qui étaient opposés les uns aux autres. Donc, on est sur une période super trouble de l'histoire du Japon, qu'on connaît très mal en France, qui plus est. Et qui est compliquée.
Et En qui est vrai, c'est compliqué. Ouais, Oui. c'est vraiment une période compliquée de l'histoire du Japon. Même de l'extérieur, même en connaissant quelques grands éléments, je la trouve encore assez difficile cette période-là, à maîtriser en tout cas vu de l'extérieur. Et au milieu, on te met un shonen manga. Et pourtant, ça marche. Oui. Ça marche, c'est efficace parce qu'en fait, il va prendre surtout un orphelin qui veut essayer d'imposer son propre sens de la justice. Déjà, découvrir quel est son sens à lui de la justice dans un monde où on peut tuer des gens du jour au lendemain, l'air de rien. Hein. Ouais, Donc, le sens de la justice à ce moment-là, il prend une autre valeur et il décide de trouver le sien et de vouloir l'imposer à ses camarades. Est-ce qu'il va y arriver ou pas? Il faut convaincre. Dans quel événement il va devoir agir, réagir. Enfin voilà, c'est un manga assez complexe et simple à la fois. D'accord. C'était ce que j'avais noté vraiment au début du manga, parce que comme on disait, c'est un milieu historique qui est compliqué, parce qu'il y a plein d'acteurs qui sont dedans, il y a beaucoup de seigneurs différents, les pour, les contre, et j'ai trouvé que c'était hyper fluide. Pour le coup, dans ce manga, tu comprends que si t'as pas toutes les données, ça va, c'est pas très grave, faut juste que tu repères à peu près les forces en présence, et après, vu que comme tu dis, on va sur un perso inventé, créé pour l'occasion, en fait, tout se fait de manière assez fluide sur ce titre au final. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce personnage inventé, créé, lui va vraiment interagir avec tout un tas de personnages historiques. Donc là, avec les Miburo, qui vont être à l'origine de la création du Shinsengumi ensuite. Je pense que le Shinsengumi va se créer dans le manga, peut-être au tome 4-5, ça dépend à quelle vitesse il avance, quoi. C'est pas tome 10 ? Peut-être tome 10, effectivement, t'as raison, le fameux tome 10. Mais voilà, on est dans ce cadre-là, et effectivement, si on n'y connaît rien à cette partie-là de l'histoire du Japon, c'est pas grave. Mais en revanche, on apprend des trucs. Au bout de 2 tomes, on commence déjà à connaître 2-3 trucs. Ouais, c'est bien ça. Et c'est ça qui est assez intéressant. Ça s'appelle donc Blue Wolves, comme loup bleu. Voilà, parce que Mibu, l'eau, c'est les loups. C'est ça. Mibu Kiyoshiro, le manga Kyo, Samurai Deeper Kyo, historiquement faux. Non mais je prenais. Ouais, je sais pas, pardon, je me suis lancé. Non mais c'est parce que Max parlait des mangas historiques, et en fait j'étais en train de réfléchir en me disant, en fait t'as une possibilité comme dans Kyo, c'est-à-dire tu prends un point de départ historique, mais après c'est bon, tu t'en fous. Mais ça c'est ce que font la plupart. Voilà. Elusive Samurai, il part d'un point historique. Il prend un point précis, donc tu vas avoir des persos historiquement vrais, mais ça ne compte pas. Il va s'amuser avec, alors que là, et c'est la différence entre le Jump et le Shonen Mag, tu vois. Oui. Dans le Jump, il va s'autoriser à prendre des personnages historiques et à faire un peu what the fuck avec. Là, il reste fidèle. Oui, là c'est carré, on va dire. Exactement. Donc Blue Wolves, de ton côté, Cagnard, tu voulais nous parler d'une histoire d'amour teintée de super pouvoirs. Oui, écoute, je suis tombé sur ce manga, mais par hasard, et un hasard vraiment total, parce que les couvertures étaient un peu intrigantes. Il y avait un mec chauve sur un fond noir avec un cercle. Et je sais pas, ça m'a attiré l'œil. Une secte. Bah oui. Je me suis dit pourquoi pas, tiens, ça a l'air rigolo. Et puis Ringai, le titre m'évoquait quelque chose. Alors donc Ringai, c'est sorti chez Kana, c'est dans la collection Dark Kana. C'est écrit par Oba Takahiro, qui est un mec qu'on connaît déjà en France de Sky High Survival, qui est une série que j'ai toujours bien aimée chez Kana et dont on n'a jamais trop parlé, mais ouais, je la trouvais stylée, et c'est dessiné par Hajime Inoryu, qu'on a déjà vu aussi en France sur le thriller The Killer Inside chez Kiyun. C'est l'inverse. Oui, aussi, oui. Après, ils se débrouillent comme ils veulent, Max, c'est pas moi qui vais leur indiquer qui scénarise, qui dessine. J'ai pas ce genre de pouvoir, désolé. Et donc les mecs de Killer Inside et donc de Sky Survival. Et donc ce manga démarre d'un postulat assez simple. Il y a une partie de la population qui a des pouvoirs, il y a une partie de la population qui n'a pas de pouvoir, et tu vas suivre directement le héros. Tu comprends très vite qu'il a perdu des proches qui a priori ont été assassinés par des gens avec des super pouvoirs, mais il a jamais pu savoir qui était le commanditaire, d'où ça venait. Et en fait il va se servir d'une jeune fille, enfin qui doit avoir quand même 16-17 ans je pense, qui a des pouvoirs mais qui a l'air un peu bébête, et du coup lui il veut se servir d'elle
pour remonter la trace de qui a tué, qui a assassiné sa famille, et finalement il va un petit peu se prendre d'amour pour elle. Et du coup c'est marrant parce que c'est un manga au début que j'ai pris de manière très second degré, parce que le perso principal il est chauve, il y a beaucoup de blagues, il y a vraiment énormément de blagues, il y a c'est vraiment l'humour des comédies romantiques quoi, des quiproquos, si tu fais ça je te ferai un bisou et tout, donc ça c'est un peu bizarre mais bon. Okay. Et d'un coup d'un seul il y a les pouvoirs qui arrivent, et les pouvoirs ils défoncent sa mère, c'est vraiment genre page 30 il y a 150 personnes qui sont tuées, tu vois, d'un coup, et pas tuées genre dis donc je vais mal à respirer, non tête retournée à la matière de Hunter x Hunter, tu vois, de Kiryu. Donc je me suis dit, ok, changement d'ambiance très très rapide dans ce manga, et j'aime beaucoup l'énergie au final que ça donne. Il y a un truc très bête, mais ça m'a fait penser à un autre titre que j'avais lu chez Glénat qui s'appelle Pour le pire, et qui tient aussi de cette comédie chelou, tu vois, et un pour peu le perverse. pire, c'est ça, c'est comédie, ok, c'est comédie romantique, mais c'est chelou, c'est une autre thématique où là, disons que à contrario de certains shonen fantastiques, là tout le centre de l'histoire c'est l'amour, c'est vraiment l'amour, c'est pas les super pouvoirs, les super pouvoirs ils sont autour, c'est ce qui va amener des éléments scénaristiques, mais le cœur de l'intrigue c'est l'amour, comme dans Pour le pire chez Glénat. Et je trouve qu'il y a une mouvance assez cool de récits comme ça. Moi qui ne suis pas un grand lecteur de récits romantiques, tu vois, j'aime bien qu'on vienne me prendre sur des récits comme ça, on va me parler d'amour, et en même temps on va me donner une ambiance très chelou, très décalée, très second degré, et du coup c'est un manga que j'ai lu, mais j'ai lu les 2 tomes d'affilée, j'ai trouvé ça vraiment très très cool. Ça s'appelle Ring Eyes, comme les yeux de l'anneau. Ouais. Voilà. Oui, toutes les personnes qui ont des super pouvoirs ont une sorte d'anneau qui se déclenche dans leurs yeux. Bon, ça c'est ma tambouille interne, hein. C'est du Kakashi quoi. Place maintenant au moment où on va se sentir glacé au cœur de l'été. Oui. C'est-à-dire parce que tu nous as mis un truc très très cryptique comme ça. De quel manga tu vas nous parler ? Je vais parler de Boys Abyss parce que, comment dire, je cherche désespérément de la chaleur dans ce titre. Il y en a c'est pas. Chaud, hein. Il y en a pas. Hein. Et du coup, quand t'as très chaud l'été, je me suis dit ça veut peut-être faire le contrepoids. Tu peux ressentir ce froid intense. Alors, c'est pas du tout l'hiver, c'est pas du tout. C'est un manga qui était d'ailleurs sorti l'hiver dernier. Ah voilà. Bah écoutez, moi je fais que des vieux trucs, mais bon, il faut prendre le temps de découvrir ces titres. Et là, c'est toujours en cours au Japon, hein. Ils en sont à 13 tomes, alors que nous, on en a 5. Et donc, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une ambiance glacée, quoi. Il n'y a pas d'espoir, il y a très peu de chaleur humaine. Même la chaleur humaine a l'air pervertie par des relations de pouvoir, de domination de l'un sur l'autre, etc. Et là, on a donc cette campagne triste où il y a Leiji qui essaye désespérément de finir son lycée, de pas penser à l'avenir parce qu'il sait que c'est bouché pour lui, il n'a pas d'avenir, il sait qu'il y a très peu de travail dans son emploi, d'emploi proposé dans son secteur ou en tout cas dans cette région. Il peut pas s'éloigner de la ville pour des raisons familiales. Voilà, tout son avenir semble complètement bouché, et le seul chemin qui semble praticable, c'est celui qui va l'amener donc à l'attraction touristique du bled qui s'appelle le Gouffre des Amoureux, qui a été rendu célèbre par un romancier qui a raconté un suicide amoureux. Donc voilà le degré de joie qui se dégage de ce patelin. Et ça m'a fait aussi penser au fait que là où dans beaucoup d'histoires on sait que les gens jeunes vont trouver un échappatoire dans quelque chose, une passion, ça peut être le sport, ça peut être quelque chose d'artistique, et lui il a une très bonne amie qui veut percer, qui veut travailler dans l'édition, devenir écrire des histoires, devenir romancière, quelque chose en lien avec la création d'histoires, de textes. Et en fait, ils vont donc il y a ce fameux romancier qui a été dans ce coin-là et qui va revenir marié à une jeune starlette. Donc, et elle aussi représente l'art, tout ce qui représente l'art du spectacle, la danse, etc. Et en fait, tous ces gens aussi, l'art ne leur a rien offert en contrepartie. Et c'est d'une noirceur absolue. Mais je sais pas pourquoi, c'est quand même intéressant. On a envie d'en savoir plus. On a envie de savoir s'ils vont réussir à trouver leur chemin dans toutes ces ténèbres, quoi.
Ou alors on se transforme en flaque comme dans Stress Mortel. Au choix. Ouais, bah, j'espère pas qu'il se transforme en flaque, mais bon, le gouffre est tout près. Non, mais il est sombre, hein, ce manga. Il est très très sombre. Il est très sombre. Alors, c'est vraiment Big Kana, hein. C'est un thriller psychologique. Il y a voilà, beaucoup d'interrogations des uns des autres. Et donc, évidemment, je ne conseille pas aux lecteurs très jeunes, mais quelque part, si vous aimez les thrillers, si vous avez les espèces de sentiments de huis clos un peu oppressants, ça peut très bien vous intéresser, quoi. Ça s'appelle donc Boys Abyss. Et c'est aux éditions Kana. Je vous propose maintenant de sortir des cases d'un manga. Vous lisez un manga et paf, vous sortez des cases, vous explosez tout et vous tombez sur Samurai Gun. Samurai Gun, c'est pas vraiment un manga. C'est pas vraiment une bande dessinée. C'est pas vraiment du comics. Pas du tout. C'est pas vraiment du comics. Non, je dirais même pas du tout. C'est vraiment une histoire à part, avec une œuvre à part qui nous permet vraiment de sortir de ce qu'on a l'habitude de lire. Quand on est vraiment un petit peu lassé, tu sais, genre non, je trouve pas de manga qui m'intéresse. Là, tout ce dont ils ont parlé depuis le début de l'émission, ça me branche pas forcément. Écoute, tu peux y aller, va sur Samurai Gun. On a une héroïne dans un mélange d'ambiance de Japon féodal avec des touches futuristes, un golem avec des armes à feu, un dieu renard. Quel bordel! Mais joyeux bordel. Ah ouais, mais c'est bien. En fait, c'est une récréation totale, ce bouquin. Souvent, quand on parle d'ailleurs d'hybride, de manga, comics, BD, tout ça, tu peux te dire que c'est pour les gens qui sont initiés, qui ont l'habitude de lire parce qu'ils ont pu découvrir que c'était un hybride, juste. Mais non, pas du tout. Là, il faut pas même. C'est pas seulement pour eux, c'est bien sûr aussi pour les gens qui ont l'habitude de lire, parce que ça te permet aussi de te sortir de ta routine habituelle. Parce que tout est conclu en 200 pages. Mais c'est aussi pour tous les jeunes, vraiment, tous les enfants qui ont envie de lire un truc un peu d'action, mais qui n'ont pas forcément le temps ou la place dans la valise pour partir en vacances et de partir avec tes 72 tomes. Là, franchement, c'est génial, Samurai Gun pour ça. Bouquin en couleur avec dominante de rouge et de vert. C'est super bien travaillé. C'est créé par un auteur français qui s'appelle Valentin Sèche, et c'est aux éditions Kinae, qui est un petit éditeur qui n'est pas spécialement très célèbre, mais je vous le recommande vraiment fraîchement. Tu lis ça sur toute ta journée. T'as lu une bande dessinée, un manga en one shot, en justement one shot, et t'es content à la fin. T'as eu une super récréation et ça fait vraiment du bien. Ah bah je l'ai feuilleté pour le coup, et on est un peu dans le cadre d'un all-star, parce que l'auteur Valentin Sèche, c'est un mec qui aime beaucoup le manga, qui est présent dans le milieu de la bande dessinée depuis quelques années. C'est un puriste, et là quand j'ai vu la BD, je fais dès le début, je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal du tout. Les couleurs, elles sont vachement bien maîtrisées. Elles sont stylées. Elles sont vraiment stylées. Tous les personnages sont stylés. Tu vois, je suis content de voir des titres comme ça, parce que pendant un moment, j'entendais beaucoup parler de fusion manga, et je trouvais que c'était toujours pour les mauvaises raisons. C'était toujours, oui, non, mais on leur a fait des yeux manga, du coup, c'est mangaisant. Et t'es là, mais non, c'est pas ça le manga, c'est la narration avant tout. Et là pour le coup, ouais, j'ai vraiment l'impression que de toute façon, je le savais déjà de la part de Valentin Sèche qu'il était très fort à ce niveau-là. Et puis en prime, t'as quand même un petit mot qui a été écrit par Guillaume Singelin, Blacky de son nom, qui est un des artistes BD les plus connus à l'heure actuelle, qui est édité au 619. Si Blacky s'est penché sur ce bouquin et a fait un petit mot, je pense que ça veut dire que c'est vraiment de la tuerie. Ça s'appelle donc Samurai Gun aux éditions Kinae. Samouraï comme un samouraï, gun comme un flingue. Maintenant, Julie, tu nous proposes une romance improbable ? Oui, mais alors je suis gênée parce que tu m'intercales des romans pour enfants, enfin des livres pour enfants, alors que moi je parle de choses adultes. Bah, ce sont tes choix. Tu sais que t'as commencé cette émission en nous parlant, bref. Oui, bon, bref. De mariage, voilà. Mais donc nous irons manger du crabe. Déjà, je trouve le titre assez sympa. Enfin, comme tu disais, voilà, tu sais de quoi ça va parler. Non, mais ce titre, je l'aime bien pour le coup, tu vois. Ouais. Et en tout cas, je dirais que pour résumer l'œuvre, ce serait comment un suicide et une prise de tâche foirée se changent en une virée touristique, sensuelle et sexuelle. Ok. Donc c'est clairement pour les adultes.
Et donc, c'est donc un homme dont on ne sait pas le nom qui se rend compte à quel point sa vie est terriblement nulle, qu'il sent qu'il veut en finir, il n'a aucun espoir. Donc, retour au gouffre de tout à l'heure, aux abysses. Non, pas du tout, puisque lui, il se dit, avant de sauter le pas, je vais faire une chose que j'ai envie de faire, que je n'ai jamais fait de ma vie. Je vais aller manger du crabe dans le nord du Japon, puisque c'est une spécialité. Et comme il n'a pas d'argent, il décide de prendre en otage une femme qui a l'air esseulée et qui vit dans une baraque immense. Et contre toute attente, elle va dire « Ah ben allons-y ensemble !» Et donc ils vont embarquer dans sa voiture. Elle va... voilà. Est-ce qu'ils vont échanger ? Est-ce qu'ils vont parler de leur vie ? Ils savent même pas leur vrai nom. Et ils vont s'arrêter dans des étapes touristiques en se disant « Oh bah tant qu'à faire, autant profiter !» Et donc il y a aussi cette espèce de relation adulte parce que partout où ils passent on les prend pour un couple, donc on va leur réserver une seule chambre d'hôtel, on va leur les forcer à avoir une espèce d'intimité et il y a une histoire d'amour qui se crée. Et voilà, la question c'est, est-ce qu'il y aura de l'amour, est-ce qu'il y aura du crabe, ouais, j'aimerais bien. Mais c'est très étrange parce que c'est vraiment une espèce de... Elle est très flottante, évasive, très oui pourquoi pas, très bourgeoise, un peu écervelée, et puis au final on se rend compte que il y a peut-être autre chose derrière, et lui aussi il est peut-être pas aussi désespéré que ça. Tu nous parles de romance improbable, est-ce qu'il y a de la romance? Écoute, moi j'ai lu que 2 tomes, j'aimerais te dire que oui, mais je pense qu'il faut aller au bout des 8 tomes sortis au Japon pour savoir vraiment s'il y a une vraie romance qui peut sortir de tout ça. Ça s'appelle Nous irons manger du crabe, ces 2 éditions Noévé Graphics. On change encore d'univers entièrement avec un deathmatch qui n'a aucun sens, Cagnard. Quel est ce manga? Alors là, on est sur mon petit chouchou. Si vous êtes resté jusqu'à la fin d'émission, vous avez vraiment le manga que j'ai préféré là en prémisse de l'été. Ça s'appelle Who's Next. C'est scénarisé et dessiné, tu pourras pas m'avoir sur ce coup-là, Maxime, par Kiminori Wakasugi. Et c'est pas n'importe qui cet auteur, c'est un de mes auteurs préférés parce que c'était le scénariste et dessinateur, et ouais, je te lâche pas, Maxime, de Detroit Metal City, édité chez 12 bis à l'époque, qui était un manga parodique sur le milieu du métal et du death metal au Japon. Et on en parle dans notre émission qui s'appelle Du Hellfest au manga, il n'y a qu'un pas, et dans l'émission Nos mangas oubliés, numéro j'ai oublié. Exactement. Et du coup moi je suis vraiment trop content de retrouver cet auteur, parce que là il commençait vraiment à me manquer, surtout que je voyais qu'il y avait des annonces de ces séries mais qui n'arrivaient pas forcément en France. Du coup je pensais qu'il était un peu dead pour le marché français. Donc le pitch est assez simple, c'est vraiment un délire à part. Le manga commence, tu vois une classe de lycéens, ils sont enfermés dans leur classe, et en fait ça fait 6 mois qu'ils sont là. Parce que il y a une bête, il y a un monstre dehors qui a détruit en fait à peu près tout ce qu'il y a autour d'eux. Et du coup, ça fait 6 mois qu'ils se sont rendus compte que s'ils fournissent une personne à ce monstre par jour, le monstre reste calme. S'il lui file rien à bouffer, il défonce l'école, et là ils ont une chance de se faire vraiment défoncer. Donc d'où le titre Who's Next, qui va être le prochain à crever. Et donc là on arrive vraiment sur la fin, parce qu'ils sont plus que 6 ou 7, donc ils ont plus que 6 ou 7 jours à tenir en vrai. Et surtout avec le trait de cet auteur, ils sont tous très moches entre guillemets. C'est des mauvaises personnes. C'est vraiment des mauvaises personnes. T'as le trio de tête qui lead la classe. T'as vraiment le smart, la pétasse et le voyou quoi. Et t'as le héros qui est la victime ultime, tu vois, qui essaye de ne pas être déclaré le prochain à être tué, mais de toute façon il sait que c'est aussi à son tour dans pas longtemps. Et du coup, il y a une ambiance géniale que je trouve encore plus maîtrisée que dans Detroit Metal City. Ça m'a beaucoup rappelé le film The Host de Bong Joon-ho, dans cette idée où c'est un film de monstre, tu vois. Mais en même temps, c'est un manga qui démarre comme un deathmatch au final, vu que tu dois plutôt justifier la continuité de ton existence. Et il y a cet humour, cette ironie dramatique que j'adore dans des films comme The Host, et du coup ça donne un ton qui est complètement décalé. Et en fait il va se jouer de tous les codes. T'as une vraie déconstruction du héros, parce que très clairement le héros il est veule. Et il est pas courageux, enfin il va avoir quelques petits moments de courage, mais en fait c'est un peu une merde le héros aussi, c'est juste il essaye de s'en sortir quoi. On le voit assez vite malgré tout.
Et de toute façon, Exactement, les autres persos lui font bien ressentir qu'il a aucune dignité, aucun courage, ni rien quoi. Mais au final, tous ces massacres qui s'enchaînent, ça s'enchaîne de manière assez joyeuse parce qu'il s'évertue toujours à détourner les moments héroïques. Dès qu'il y a un mec qui va essayer d'être un peu héroïque, badass, tu vas avoir, c'est comme le coup du destin qui tombe derrière et qui va se faire buter très, très rapidement quoi. Du coup, ça m'a fait penser en y repensant, je me disais, mais en fait, est-ce que ça serait pas l'exact opposé de Kaiju 8, ce manga, parce que l'humanité est désespérée et au final, tu peux essayer d'être grandiloquent et d'être courageux, mais ça change rien en fait. Là, le monstre, il est vraiment quasi imbattable, ce qui ne sera sûrement pas le cas dans les prochains tomes. Mais il est vraiment imbattable, donc tes élans d'héroïsme, on en a vraiment rien à foutre quoi. Il y a pas de héros dedans donc. Non, il y a pas de héros. Et contrairement à Detroit Metal City, qui était uniquement un manga gag où tu suivais une histoire, un gag, là, il arrive quand même à distiller des petites doses de mystère, et c'est plutôt bien senti parce que ça te permet de pas être complètement détaché du récit. T'es quand même accroché parce qu'il te donne des éléments où tu dis ah oui, ça effectivement c'est un petit peu bizarre. Et il y a un perso que j'ai adoré dans ce manga. Donc parmi les 7 personnages qui sont là au début, il y a une meuf qui est là et elle fait des pompes. Elle parle pas, tu vois, elle fait des pompes, elle fait des abdos, elle fait des pompes. Et dès que quelqu'un vient lui parler, elle lui met des kicks, des coups de poing, des coups de pied. Et j'ai trouvé le perso, c'est stupide, elle parle pas. Pendant tout le tome 1, elle parle pas, tu vois. Après elle commence à parler, mais j'ai adoré ce perso. Et tu comprends très rapidement que elle, en fait, elle s'entraîne. Et elle s'entraîne parce qu'elle est persuadée qu'à un moment elle va avoir le 100% du potentiel de son corps pour aller affronter le monstre. Ouais, bah elle a lu One Punch Man. Elle a lu, exactement. Tu vois, même ça, ce truc est détourné. Et du coup, c'est un manga qui est vraiment à mourir de rire. Moi, ça me fait toujours beaucoup rire. Et je trouve que ça donne pas mal de décalage avec le style du deathmatch qui est hyper codifié, où tu sais normalement qui va mourir à quel moment. Là, tu sens que c'est un joyeux bordel qui est vraiment cool. Et t'arrives quand même à te lier d'amitié pour des persos qui sont assez dégueulasses. Et je trouve que c'est une performance de réussir à écrire des personnages comme ça. Ça s'appelle Who's Next, qui est le suivant en français. C'est aux éditions Delcourt. Tonkam. Julie, pour terminer, toi ton petit chouchou de la fin, c'est un joli conte moderne. Oui, en fait c'est faudra bien le préciser. Donc c'est A Tale's Tale. Donc une histoire de queue. Bon. Donc T-A-I-L non mais ça suffit Julie là, c'est bon. T-A-I-L apostrophe S, plus loin T-A-L-E. Exactement. Et donc ça raconte l'histoire d'un garçon né avec une petite queue de cochon. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il peut vivre une vie heureuse ? Est-ce qu'il peut avoir une vie épanouie, une vie amoureuse ? Et j'attends le moment de bascule vraiment... où elle va dire et du coup il va se lancer dans un boys club et vendre ses services d'homme cochon. C'est une très jolie histoire qui est terminée en 4 volumes et avec des très jolies couleurs sur les couvertures en aquarelle, etc. Et donc la réponse à la question, c'est quand même oui, vous pouvez être heureux si vous tombez sur les gens farfelus, assez fous pour vous accepter tel que vous êtes, pour vous vraiment embrasser votre personnalité. Donc si vous êtes un geek, restez avec les autres geeks. Ben non, pas forcément. C'est plutôt, il faut rencontrer des gens, il faut faire confiance à l'individualité. Un hymne à la différence. Voilà, exactement. Et là, moi j'aime bien, je pense vraiment que c'est un conte, parce qu'il y a cette idée que, oui, il y a une princesse, mais c'est la princesse qui sauve le personnage difforme, le personnage qui s'est fait un peu, un peu lésé par les circonstances, grâce à son amour, grâce à son humeur, un humour aussi. Et il y a toute une réflexion aussi sur qu'est-ce que c'est que la famille. Parce qu'on sait qu'au Japon, c'est quand même une question cardinale. Et là, elle apporte des réponses qui sont pas du tout standards, quoi. Les familles, elles sont telles qu'elles sont. Elles peuvent être métisses. Parce que c'est ça aussi qu'on te dit en sous-texte. C'est que le garçon, il a hérité ce trait génétique de sa mère, mais que leur pays n'existe plus. Et c'est source d'incompréhension et de rejet de la plupart des gens qui sont japonais, hein, c'est le Japon moderne. Et à côté de ça, elle va dépeindre des familles monoparentales ou des familles recomposées qui n'ont rien à voir avec ce que le Japon, avec un grand J, attend de ce que doit être une famille, papa, maman, les enfants, et que tout le monde marche droit et au pas. Et là, il y a vraiment toute une... il y a même les histoires de romance des personnages secondaires qui sont vraiment très touchantes.
Et le message, c'est vraiment ne vous fiez surtout pas aux apparences. Et surtout, c'est un très joli petit doigt d'honneur, très très mignon au regard social. Vraiment, donc rien que pour ça, faut le lire. Un doigt d'honneur avec des petits yeux et une petite queue de cochon. Voilà, et qui fait pouit. Mais voilà. Ça s'appelle Tales Tale, c'est aux éditions WV Graphics. Oui. D'ailleurs, on reste sur un autre manga des éditions WV Graphics pour terminer avec mon chouchou. Si je vous propose de masteriser le manga de sport. Vous aimez le manga de sport ? J'adore ça. Eh bah écoutez, je vous propose l'un des maîtres du manga de sport qui a imposé énormément de choses avec ce titre qui s'appelle Capeta. Capeta, l'histoire est simple, c'est comme dans tous les mangas de sport, c'est un jeune qui veut devenir champion de quelque chose. Là en l'occurrence c'est courses automobiles, il va commencer par le kart, il finira dans des voitures un peu plus grosses ensuite. Vroom, vroom. Donc manga sur le karting au début, qui est resté sans sortie en France depuis 20 ans, depuis 20 piges, ça fait 20 piges qu'il existe, qu'on dit mais c'est vachement bien ce titre. Et personne n'a osé le sortir, ça y est, il reste, il sort et il arrive enfin en France. Au Japon, c'est une référence, hein, et même pour les mangaka de sport. Tout à l'heure, je vous parlais de Blue Wolves de Yasuda. Si on demande à Yasuda qui sont ses maîtres dans le manga, il va parler de Soda, l'auteur de Capeta. Ouais. Il va le citer comme une référence. Et lui-même est devenu une référence, parce qu'avant Blue Wolves, il faisait Days, qui est devenu une référence dans le manga de foot au Japon et dans le manga de sport. Il va effectivement citer l'auteur de Capeta comme lui, sa référence avant de faire du manga de sport. Et clairement, t'as tous les codes. T'as tous les codes qui sont là et c'est un cadre d'école. Il les applique à la perfection. On les connaît, hein, ces codes. Il n'y a rien de super compliqué. Le caractère, le côté neketsu du héros qui va s'entraîner à s'exploser les genoux pour maintenir son kart droit de la meilleure des manières dans une piste, alors qu'il a même pas du tout le centième d'un moteur pour lutter avec un kart pro, parce que c'est son père qui lui a fabriqué pour lui faire plaisir, parce qu'ils sont un peu dans la galère. Mais voilà, ça c'est effectivement du déjà vu, mais parce que ça a 20 ans. Donc ce titre, il était là avant aussi beaucoup d'autres mangas, et donc tu as tout, de la douleur, l'effort, et puis la victoire qui arrive. Et les amitiés, non ? Et les amitiés, elles arrivent, et encore on est dans le sport automobile, donc dans le sport automobile, l'amitié c'est pas... La question que je me pose, c'est du coup, est-ce que les courses sont bien réalisées du coup ? Est-ce que c'est compréhensif ? Parce que souvent, si vous regardez dans les mangas de sport, les sports automobiles, c'est peut-être le truc qu'on a le moins exploité en France, alors que je sais qu'il y en a beaucoup au Japon. Mais parce que c'est super dur. C'est super dur. À mettre en scène, c'est vraiment très compliqué. Nous, on a Michel Vaillant, heureusement, en France, on est calé. Mais j'ai l'impression que c'est compliqué à marcher parce que ça peut très vite devenir confus. Et du coup, dans celui-ci, ça fonctionne bien. Et ça t'intéresse suffisamment, genre t'es impliqué émotionnellement dans les courses. Tu vois, quand je vois que le week-end dernier, avant qu'on enregistre cette émission, il y avait un Grand Prix en Angleterre, ils ont fait les records d'affluence pour un Grand Prix de Formule 1. Je me dis qu'il n'y a jamais eu autant de gens passionnés par par la course automobile, oui, je suis d'accord. par les monoplaces de cette manière, et justement voilà, retrouver un manga comme ça qui te plonge dans ce milieu, qui a soit 20 piges, hein. C'est le manga date du début des années 2000, mais ça fait du bien, c'est vraiment chouette, c'est vraiment très efficace et super neketsu. C'est la catharsis et tout, quand elle est avec lui, tu fais oui, mais il gagne en fait. C'est ça aussi, c'est que en tout cas pendant un temps c'est toujours ce que j'ai dit, hein, faut qu'il perde à un moment. Un manga de sport où il gagne tout le temps, ça peut pas compter. Eh bien, je vous laisserai lire. Ça vient de commencer à sortir en France, Capeta, mais voilà, il faut le suivre. C'est vrai que Noé Graphics c'est pas toujours au taquet pour depuis quelques temps sortir les mangas de manière très régulière. Ils ont augmenté leur catalogue en même temps, très vite, qu'il faut suivre. Pas forcément l'équipe qui suit derrière, donc voilà. Mais Capeta, ça devait sortir à la base, je crois, même dans leur collection à petit prix, dans leur label à petit prix. Oui. Puis finalement ils l'ont mis à prix normal, peut-être parce qu'il y avait plus d'attentes autour de Capeta qu'autour d'autres titres. Mais voilà, si vous voulez masteriser le manga de sport, Capeta, c'est la base. L'une des bases. L'autre base, on va en parler dans 2 semaines dans un podcast sur Slam Dunk, le film. La semaine prochaine, on vous parle de Japan Expo. Vous allez voir, on va se balader, on va aller voir des gens super intéressants sur Japan Expo. On va vous faire vivre Japan Expo mieux que si vous y étiez.
D'ailleurs, si vous y êtes allé, ça sera encore mieux l'émission qu'on va faire. On fait des promesses de ouf. Là. Ouais, j'avoue. T'avances pas autant là. Sachant que vous m'avez aussi promis de me ramener un pins. Ah oui, c'est vrai. Tout à fait. Donc, je le veux mon pins. Donc t'auras ton pins et puis vous allez avoir une super émission sur Japan Expo la semaine prochaine. Et puis dans 2 semaines, on vous parle du film Slam Dunk qui débarque au ciné parce qu'il est super bien. Ouais. Yes, on va enfin parler de Slam Dunk. Je boue. Oui. Bon, on en parle dans 1 million d'émissions. Non, Camille, pas qu'est-ce que assez. tu dis Pas assez. Non, je suis d'accord avec lui. Bon, j'espère que ce guide de lecture de manga pour l'été vous a plu. Vous avez vu, on a fait un peu moins de manga, mais plus long Oui. que les autres années, que d'autres fois. Un peu moins de manga qui portaient à débat aussi, parce que souvent on essayait de trouver des coups de cœur qui nous plaisent à tous et tout. Là, on a fait chacun vient avec son petit sac à main, avec des mangas dedans, et on vous donne aussi des raisons pour lesquelles vous pourriez les aimer. Et les pompiers passent très très fort depuis. Ils n'arrêtent pas, ils font des allers-retours chaque fois. On vous remercie de nous avoir écoutés sous cette chaleur de l'été. On vous souhaite encore de bonnes vacances et donc à la semaine prochaine pour une émission enregistrée à Japan Expo. Et bonne lecture. Merci. Salut. Salut.